Αύγουστος 2017, Ιανουάριος 2018. 3 μήνες στην κεντρική Μεσόγειο πάνω στο πορτοκαλί διασωστικό πλοίο το Aquarius. Μήνες γεμάτοι φρίκη και ανθρωπιά. Από τα ταξίδια αυτά, αυτό που πάνω απ' όλα με έχει σημαδέψει και που θα μείνει ανεξίτηλα γραμμένο στη μνήμη μου είναι τα τραγούδια τους. Άνθρωποι που επέζησαν τον θάνατο και είτε από χαρά που γλίτωσαν, είτε από στεναχώρια για όσους άφησαν πίσω, προσευχές, τραγούδια που μιλάνε για βασανιστήρια, για αποχωρισμούς, για την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Ανθρώπινες φωνές απαγγέλνουν σε διάφορες γλώσσες τον καημό τους, γυναίκες που τραγουδάνε κοιτώντας τη στεριά να εμφανίζονται στον ορίζοντα. Ένα πολυφωνικό μυρολόι, ένα ρέκβιεμ της ανθρωπότητας του 21ου αιώνα. Aux bordures grecques et italiennes, des gens. Pas des roches, pas des mailles de plastique, des personnes. Des milliers de personnes se tassent, s'enlacent, en une poisseuse dentelle où la vie et la mort ne distinguent plus leurs mailles. Des cris habitent les nuances secrètes du vent. Des plaines en dérive charbonneuse ne trouvent nulle part où s'apposer, ou s'opposer. Des douleurs tournoyantes se répètent sans fin. OCI, 31 ans, Ghana. Jamais je n'ai pensé quitter mon pays. On n'était pas très riche, mais j'avais de quoi nourrir ma famille. Comme tous les ans, après la récolte, j'ai brûlé mon champ. Mais cette fois-ci, le vent a poussé le feu sur le champ d'un voisin. J'ai été condamnée à payer 600 €. Comme je ne pouvais pas payer, j'ai décidé de partir en Libye pour travailler. Je me disais que j'allais pouvoir rembourser ma dette et aussi gagner suffisamment pour payer des études à mes enfants. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Arrivée en Libye, j'ai été arrêtée, enfermée dans une cave. On me demandait 1500 $ pour sortir. J'ai réussi à m'évader. Mais je ne pouvais pas repartir en arrière. Je n'ai pas eu d'autre choix que de traverser la mer. Jamais je n'aurais pensé partir aussi loin de ma famille. Yasmine, 16 ans, Côte d'Ivoire. Nous, on est Dioula, une des plus importantes ethnies. Il y a les Bétés, les Baoulés, les Peuls, les Malinké. Je ne sais pas ce qui nous oppose, mais en tout cas, ces affrontements sont sanglants. Il y avait des morts partout en ville et dans les villages. Personne n'était en sécurité et la police ne réussissait pas à maintenir l'ordre. Alors mon oncle a décidé de quitter le pays pour l'Europe. On est partis tous les trois, ma tante, mon oncle et moi. On a traversé le Mali, puis le Niger, sans problème. Arrivé en Libye, ça a été terrible. Partout, il fallait se cacher pour échapper aux rebelles. On se déplaçait en groupe pour essayer de se protéger les uns les autres. On nous demandait toujours de l'argent en plus pour pouvoir passer d'une étape à une autre. Ils battaient des hommes, ils tiraient sur d'autres. Ils n'étaient pas morts, mais ils les laissaient là, comme ça. On a vu plein de morts sur le bord de la route. Ils étaient laissés là, comme ça, sans tombe. Sofiane, lui, a 40 ans. Ingénieur en pétrochimie, il avait envoyé des CV à plusieurs compagnies libyennes d'exploitation pétrolière et avait reçu des invitations de 2 d'entre elles. Il est parti de Yaoundé un 14 août. Nous sommes arrivés à Gadès, au Niger, à la tombée de la nuit, après avoir parcouru des milliers de kilomètres, entassés à une 50aine dans un camion bâché, quasiment sans boire et sans manger, avec quelques arrêts à peine pour uriner, et juste le temps de remonter. Ceux qui n'étaient pas assez rapides ou trop malades étaient abandonnés sur place. À Agadez, passeurs et rebelles ont négocié.
Nous sommes partis pour Saba, au centre de la Libye. En Libye, on ne va jamais directement d'un point A à un point B. Il faut toujours suivre un réseau très organisé où chacun sème la terreur pour prélever sa part au passage. Les passeurs, les miliciens, les bandes armées rebelles et les habitants qui nous fournissent ce qui est censé être le gîte et le couvert. C'est un trafic très lucratif. Les hommes sont vendus entre 325 et 3250 €, suivant ce qu'ils savent faire. Les femmes, elles, sont vendues entre 150 et 1500 €. Elles sont abusées, violées. Parfois, ils organisent des scénarios devant nous et nous obligent à regarder. Parfois, sous la menace armée, ils obligent certains d'entre nous à violer ces femmes. Ils font des vidéos qu'ils envoient aux familles. Ou encore, ils vendent ces femmes dans des réseaux de prostitution. Quand je parle de femmes, j'inclus de très très jeunes filles. Selim, 17 ans, Guinée-Conakry. En Libye, il faut toujours se cacher parce que nous, les Noirs, on leur sert de marchandises. Il y a plein de prisons privées. Il y a aussi ce qu'on appelle des tchads. Ce sont des lieux de rassemblement d'hommes qui cherchent du travail où les patrons viennent chercher de la main-d'œuvre. La plupart du temps, tu travailles et tu n'es pas payé. Il y a aussi les connection house, où ce sont les filles qui sont kidnappées et prostituées. Là-bas, ils sont tous armés, même les petits-enfants. À Beni Walid, on a été arrêtés par les rebelles. Mon oncle a été tué. Nous, les femmes, on s'est enfuies, mais certaines ont été rattrapées, comme ma tante. Moi, j'ai réussi à me cacher. Puis j'ai vu un chauffeur de taxi qui n'avait pas l'air méchant. Il avait l'air généreux. Alors je suis allée lui demander de l'aide. Il m'a emmenée dans une maison en ruine, dans une pièce où il m'a enfermée pendant plusieurs jours. Je ne sais pas exactement combien. Il m'a obligée à faire toutes sortes de choses. Des fois, il demandait juste que je le touche. Des fois, il voulait coucher avec moi. Il s'en allait. Puis il revenait. Ça recommençait. Des fois, je faisais comme si je ne réagissais plus. Il me donnait alors un peu à boire et à manger. Puis il recommençait. Un jour, il a oublié de fermer la porte à clé. Je suis partie par Sabrata. L'Irak, la Syrie, l'Érythrée, l'Afghanistan, le Soudan, la Libye sont des artères ouvertes. Giclées d'un violet fixe, moirées d'un fond de forge. Ce qui saigne, c'est houles vives qui s'épanchent. Je parle de gens, je parle de personnes. Saigne de nous, saigne vers nous, parmi nous. Saigne pour tous. Le continent des Africains du fond de l'Atlantique, continent sans adresse, où les cales du bateau négrier ont pu broyer durant des siècles les fondements de l'Afrique, les fils aînés du genre humain, rejoint dans une exacte sidération son double en Méditerranée. Bleu glacial, oublié des clartés.
Carnet de sauveteur. Guillaume, 14 décembre 2019. L'océan Viking cavale dans une mer qui hésite entre horizontalité et verticalité. 31 membres d'équipage s'amarinent et goûtent le rythme du soleil et de la lune. Oubliez les samedis, les dimanches ou les autres. Tout ça, c'est pareil. Entraînement, réunion, maintenance, check, brancardage, réanimation cardio-pulmonaire. On revérifie ce qui a été vérifié. On prépare le pire. Les regards sont droits, les voix donnent. 20 décembre 2019. Il est 5 heures. Et si Paris s'éveille, d'autres n'ont pas dormi. Une foule serrée dans l'impasse d'un pneumatique en partie dégonflé espère sortir du noir. L'issue aujourd'hui est rouge et s'appelle en lettres blanches « Océan Viking ». Le soleil décapsule le jour sur 112 têtes brunes qui enfilent les gilets de sauvetage distribués par Basile, qui coordonne l'opération sur l'eau. Malgré la proue du pneumatique éventrée, l'extraction des rescapés se fait en sécurité. À l'échelle d'embarquement de l'océan Viking, je donne des mains qui deviennent des ailes. Des nourrissons, enfouis au creux de minuscules gilets de sauvetage, se retrouvent dans mes bras. Leurs yeux n'ont pas encore d'avis, ils sont ronds comme le monde et diffusent ce qu'ils ont encore d'innocence. Avec Massimo, on se relaie pour les bébés. On veut chacun son tour boire leur regard. Puis leurs mains encore, et nos mains encore, se joignent en poignées salvatrices pour hisser les survivants à bord. Je distribue quelques « Welcome on board »,« Bienvenue à bord », au cas où. Il faut que je l'apprenne en arabe aussi. L'aube est partie. SOS Méditerranée remballe le matos. Le mal de mer, s'il sévit, n'empêche pas le pont du navire de pétiller de sourire. L'océan Viking, c'est la parenthèse de paix. Avant, il s'agit d'oublier. Après, on ne sait pas. Le même jour, à la nuit, un autre sauvetage. Sur une mer qui s'est gavée de vent, apparaît pantelante une barque en bois pleine à craquer dans le halo du navire. La manœuvre du barreur transpire la panique et la proue percute la coque d'acier de notre navire-mère qui se retrouve à couple du leur. Certains tentent de s'accrocher, mettant en péril l'équilibre de leur fragile embarcation. Les gilets de sauvetage n'ont pas encore pu être distribués. Et à chaque vague, les bordées de bois crient une redoutée rupture. Nous arrivons à dégager l'embarcation. La voix de Basile tendue dans le grésillement de la radio UHF est mêlée dans le brouhaha de détresse. Basile annonce ensuite l'organisation du transfert. La nuit, le vent, la houle, le concours parfait vers le pire. Et pourtant, après leur passage en enfer, peut-être ont-ils sur la mer trouvé finalement leur bonne étoile en arrivant vivants à bord de l'océan Viking. Leurs jambes les soutiennent à peine. Leurs mains, leurs bras, leurs regards tremblent. Tout leur corps exténué crie la terreur en silence. Échappés de la Libye, de la mer, de la nuit, éternels fuyards. Mais qui les chasse ?
Abdul Rachid, 18 ans, Sénégal. Sur la plage en Libye, il nous avait dit qu'on serait en Italie d'ici 2-3 heures. Vers 1h du matin, on n'avait plus d'essence et plus de réseau téléphonique. On était perdus. Et on a dérivé pendant des heures. On était 120 dans le bateau, et pour ne pas sombrer, il fallait être en bonne entente entre nous. On n'avait que Dieu pour nous aider. Personne ne dormait de peur de tomber à l'eau. En fait, on croyait qu'on allait mourir. Il y a eu plein de moments où j'ai regretté d'être partie de chez moi. La chaleur de ma famille me manquait. Je suis convaincue que la force est au fond de tout être humain. C'est quelque chose comme ça qui lui fait tenir le coup. S'il ne l'a pas, il meurt. 22 et 23 décembre 2019. L'hiver et ses vents d'ouest nous ont poussés dans des eaux abritées, à l'est de la Sicile. Nous étions à 1 heure de Catane quand nous avons demandé une évacuation médicale pour une femme qui figure parmi les 162 rescapés à bord de l'Océan Viking. Par 40 nœuds de vent, au travers d'une nuit qui commençait à bouillir, c'est en hélicoptère qu'il a fallu procéder. Elle s'est envolée, avec son bébé et sa sœur. Ce même soir, après 2 jours d'attente, nous apprenons enfin que Tarente, dans les Pouilles, sera finalement le port de débarquement, à 18 heures de route, et le vent qui poursuit son ascension. Le monde maritime change. Il se délite. Il se délie de la mer. Les ports sont fermés pour ces hommes, femmes, enfants. L'abri pour les hommes n'est pas entièrement étanche au bras de la mer qui trouve d'infimes passages par-dessous et par-dessus. L'atmosphère humide tous, à droite et à gauche. J'enjambe des corps pour en atteindre d'autres, malades bien sûr, et leur distribue sacs et houes cachés contre le mal de mer. Des vagues frappent le container dans un bruit de montagne qui tombe. Les regards de ceux qui ne peuvent dormir cherchent dans le mien la rupture de mon calme. Dehors, c'est l'inondation. Le jour, et le golfe de Tarente enfin. L'Ocean Viking vient s'amarrer le long d'un quai. La douane, les gardes-côtes, la police, ils sont tous là. La Croix-Rouge et une équipe médicale du ministère de la Santé italien aussi. Ils ont des masques de papier sur le visage, au cas où. Ils ont aussi des chaussures à donner. Le temps de quelques heures, de la procédure, des au revoir, et le navire se retrouve silencieux. Plus tard, nous autres de SOS Méditerranée quittons le bord pour un verre. Je marche sur le quai, qui n'est pas encore désert car le transfert des rescapés en bus vers un centre d'hébergement n'est pas encore achevé. Les derniers attendent. Couverture de survie sur le dos, parquet derrière des ganivelles par petits groupes, au nombre bien précis. Je marche sur ce quai avec des vêtements que j'aime bien, ma veste chaude, mon passeport dans la poche. Personne ne me contrôle. Personne ne m'arrête. Je passe devant eux et les salue une dernière fois, du haut de la honte. Ce que vivent les migrants relève d'une seule aventure, très ancienne, qui continue encore, notre aventure humaine. À travers eux, c'est toujours la vie qui vient, qui bondit, qui traverse, qui appelle. Ce n'est jamais la mort. S'opposer à la vie, c'est comme choisir la mort. Faire souffrir. Faire mourir. Mourir soi-même, infiniment. Ce qu'ils vivent n'est pas le destin d'une horde, l'indistinct d'une masse. Ce sont des poussées individuelles qui construisent des personnes dans l'émulsion du monde. Considérer que chaque vie est élan vers chaque vie, que chaque vie ne peut que prendre soin de la vie.
restez sensible à ce que l'idée de l'humain, le nom d'humanité, a de plus humble et de plus lumineux. Abdoulaye, j'ai une rage en moi qui me pousse à raconter. Il faut absolument faire savoir au monde que quand tu fais ce voyage, tu entres dans une autre dimension, dans une nouvelle vie, où à chaque nouvelle étape, il n'y a ni droit, ni pitié, ni sentiment. Rien que de la cruauté à l'état pur. Personne n'en parle. Moi, je voulais juste vivre libre. Voilà pourquoi je suis partie. Et eux, tous là, autour de nous, sur ce pont, c'est pour la même chose qu'ils sont partis. Le seul risque que je voyais, c'était l'eau, alors qu'en fait, c'est le moins risqué. Si on m'avait dit de quoi ce chemin serait fait, je ne serais pas partie. Les poètes déclarent qu'aller, venir et dévirer de par les rives du monde sont un droit poétique, c'est-à-dire une décence qui s'élève de tous les droits connus visant à protéger le plus précieux de nos humanités. Qu'aller, venir et dévirer sont un hommage offert à ceux vers qui l'on va, à ceux chez qui l'on passe, et que c'est une célébration de l'histoire humaine que d'honorer la terre entière, de ses élans et de ses rêves. Chacun peut décider de vivre cette célébration. Chacun peut se voir un jour acculé à la vivre ou bien à la revivre. Et chacun, dans sa force d'agir, sa puissance d'exister, se doit d'en prendre le plus grand soin. Les poètes déclarent que, quelles que soient les circonstances, un enfant ne saurait naître en dehors de l'enfance, que l'enfance est le sel de la terre, le sol de notre sol, le sang de tous les sangs, que l'enfance est donc partout chez elle, comme la respiration du vent, le salubre de l'orage, le fécond de la foudre, prioritaire en tout, plénière d'emblée et citoyenne d'office. Les poètes déclarent qu'aucun réfugié, chercheur d'asile, migrant sous une nécessité, éjecté volontaire, aucun déplacé poétique ne saurait apparaître dans un lieu de ce monde sans qu'il n'ait non pas un visage, mais tous les visages, non pas un cœur, tous les cœurs, non pas une âme, toutes les âmes, qu'il incarne dès lors l'histoire de toutes nos histoires et devient par ce fait même un symbole absolu de l'humaine dignité. Les poètes déclarent que la Méditerranée entière est désormais le lieu d'un hommage à ceux qui y sont morts, qu'elle soutient de l'assise de ses rives une arche célébrante, ouverte au vent et ouverte aux plus infimes lumières, épelant pour tous les lettres du mot « accueil » dans toutes les langues, dans tous les chants, et que ce mot constitue uniment l'éthique du vivre monde. Parler de ses histoires, parler de son passé, parler des violences, des viols, des tortures, de l'esclavage, des amis qu'il a vus mourir. C'est ça aussi un sauvetage sur SOS Méditerranée. Ça ne s'arrête pas juste à tendre une main de l'eau à un bateau. On sauve des corps, mais on sauve aussi des âmes. Nous avons une règle simple qui est tacite, qui n'est jamais passée oralement à bord. Mais je pense que pour tous les marins et les équipes à bord, et pour vous ici présents, quand je vais vous le dire, vous allez me dire « mais oui, mais c'est évident ». Mais c'est des gens qui n'ont pas entendu un bonjour, un merci monsieur, un excusez-moi,
depuis des mois, voire des années. La mission est celle-là aussi, et de rendre la dignité aux gens. Car déshumaniser ces personnes a pris beaucoup de temps aux Libyens et à tous les intervenants le long de la chaîne qui les a amenés jusqu'à nous. C'est à nous maintenant et à nous tous de réhumaniser ces gens avec un bonjour, un merci, un s'il vous plaît. Et le plus gros du travail est là.